Lui, c'est Cody, l'un des 120 animaux marins militaires entraînés par la Navy américaine. C'est peut-être l'histoire qui vous étonnera le plus aujourd'hui. Parce que Cody est entraîné non pas à porter des armes sur son nez, mais à intercepter des plongeurs dans un port. Comment ? Comme ça. Ah, j'avais prévenu, ça peut surprendre. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? À des animaux capables de repérer un nageur dans le noir, de lui fixer une pince à la jambe et de remonter à la surface pour signaler la menace. Et tout ça pour un simple poisson. Mais ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre l'origine et le pourquoi des lions de mer sont devenus des parties intégrantes de l'armée, et ce jusqu'à avoir un programme dédié, on doit remonter un petit peu dans le temps. Alors, plongez avec nous dans ce programme de recherche et d'entraînement quelque peu spécial. Si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, voire activer la cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Depuis toujours, notre image des animaux marins, elle vient principalement du spectacle. Des dauphins qui sourient en portant des dresseurs sur leur rostre, des otaries qui applaudissent, même des orques qui jaillissent devant un public en poncho plastique. Dans les années 60, après avoir conquis le cœur des spectateurs dans les parcs marins, les dauphins séduisent désormais le grand public à l'écran. L'emblématique Flipper se fait alors connaître et incarne le dauphin ami de l'homme, héros des séries familiales. Bon, en réalité, derrière ce personnage populaire se cache une bien plus triste histoire. Sur le tournage, on retrouve plusieurs femelles entraînées dans un delphinarium, répétant sans cesse les mêmes gestes prise après prise. Et ce n'est pas tout. Plus tard, dans les années 90, une nouvelle histoire viendra marquer les esprits. Ici, je parle bien du film Free Willy, mettant en scène une orque prisonnière d'un parc marin. L'animal du film, Keiko, est elle-même une vraie orque captive, capturée en 79 en Islande pour ensuite être transférée de parc en parc pendant des années, jusqu'à devenir l'icône d'une génération entière. Je pense que vous l'avez bien compris, mais des années 60 à 90, on était bien loin des critères actuels. Le côté éthique ne primait absolument pas, et on a vu augmenter drastiquement aussi bien le nombre d'individus captifs que le nombre d'aquariums et de parcs aquatiques les représentant. Pour vous donner un peu de contexte supplémentaire, la capture des cétacés à destination de parcs était déjà bien présente en 1860. Ça concernait principalement les belugas, mais c'est vraiment un siècle plus tard, en 1960, que la tendance s'accélère. Les plus grands comme Marineland voient leur fréquentation exploser. Le public est fasciné par les premiers spectacles, la télévision commence même à diffuser des images d'animaux marins. Le résultat est simple, les parcs s'agrandissent, leurs bassins aussi, et évidemment, ils augmentent le nombre de spectacles proposés. Dans une autre mesure, on voit même la naissance de nouveaux parcs marins modernes, et d'ailleurs mondialement connus. Ici, on peut notamment s'appuyer sur SeaWorld, qui ouvre ses portes en 1964. Son modèle économique est si puissant, comprenant à la fois les spectacles, les attractions et l'éducation, qu'il connaît un succès immédiat. Il devient même la référence des parcs, déclenchant l'ouverture d'un bon nombre d'autres dans la décennie qui suit. Mais en parallèle, et dans un autre coin du monde, parfois avec les mêmes espèces, une autre histoire se joue. Bien moins visible, beaucoup plus discrète. Car si les dauphins et les otaries ont séduit les écrans et les gradins, et ce, un peu malgré eux, ils ont aussi attiré l'attention d'un tout autre milieu, l'armée. À la fin des années 1950, l'US Navy, dans un enjeu d'amélioration technique, commence à étudier les dauphins pour une raison très américaine, celle d'améliorer la vitesse de leurs torpilles. Et au passage, comprendre comment ces animaux fendent l'eau si efficacement. Très vite, les chercheurs réalisent que ces animaux possèdent des capacités incroyables, dépassant toute attente. Un sonar naturel d'une précision folle chez les dauphins, une vision efficace dans les eaux sombres chez les lions de mer. Une capacité à plonger, remonter, replonger, bien au-delà de ce qu'un humain pourrait faire sans risquer sa vie. Dans les années 1960, car oui, il leur a fallu 10 ans quand même, la Navy teste toute une galerie d'espèces, 12 au total. Et progressivement, 2 se détachent en répondant aux besoins directs des militaires. Le grand dauphin et le lion de mer de Californie. Sauf qu'ici, le décor est différent. Dans les parcs, on demande aux lions de mer de faire rire les familles. Dans la Navy, on leur demande de retrouver des mines, de marquer des intrus ou de récupérer du matériel militaire à des dizaines de mètres de profondeur. Un même corps, une même intelligence pour une toute autre histoire. En 1967, le programme devient officiellement militaire, bien plus sérieux et même classifié. Il déménage alors à Point Loma près de San Diego, et c'est là la naissance du Navy Marine Mammal Programme tel qu'on le connaît. Aujourd'hui encore, il est géré par un centre de recherche de la Navy et utilise essentiellement ces 2 espèces.
Bon, ici, on a décidé de vous parler des lions de mer avec Cody, mais les dauphins n'ont certainement pas à rougir. D'ailleurs, vous connaissez peut-être l'histoire de Tuffy, ce dauphin qui a risqué sa vie pour sauver un humain. C'est clairement l'une des histoires de sauvetage les plus dingues qu'on ait entendues, qui mériterait largement une vidéo entière dédiée. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on peut vous en dire plus. Bon, mais retournons chez les lions de mer, qui jouent, eux, 2 grands rôles principaux au sein de leur mission militaire. Avant toute mission, ils commencent par s'équiper d'un harnais. Pas un gilet tactique, pas même une arme secrète, mais un équipement pensé tout d'abord pour assurer leur sécurité. Ce harnais permet de les déplacer sans jamais les blesser, de les hisser à bord de tout appareil militaire ou même de les remettre à l'eau sans aucun risque. Dessus, on y fixe un petit émetteur pour les suivre depuis la surface et parfois même une pochette légère qui transporte la ligne de récupération. Donc vous l'aurez compris, ce harnais n'est pas là pour attraper des mines ou mener une attaque. C'est un outil de sécurité et de communication qui nous permet de fixer juste ce qu'il faut pour guider l'animal, le suivre, le protéger, évidemment sans gêner sa nage, sa vitesse ou ses habitudes de travail, et ce, quelle que soit la mission. Le premier consiste en la récupération d'objets, gérée par la section MK5. Dans les années 70, un lion de mer de la Navy a été envoyé pour récupérer une roquette d'exercice tombée à plus de 50 mètres de fond. Sa tâche, la retrouver, y fixer un dispositif de récupération et ainsi permettre aux humains de la remonter en toute sécurité. Ce type de mission sera plus tard répété et avec tout type d'objets. Des torpilles, des mines, enfin tout équipement coûteux tombé en profondeur. Le lion de mer devient alors une sorte de plongeur de secours capable de travailler là où l'eau est froide, profonde, mais surtout dangereuse pour l'homme. Mais les demandes de l'armée vont plus loin. Sa deuxième mission consiste en la protection de port, qu'on appelle aussi force protection, gérée par la section MK6. Dans cette configuration, le lion de mer patrouille autour d'un navire ou d'une base, et lorsqu'il détecte un nageur dans une zone interdite, il s'en approche par derrière en tenant dans sa gueule une sorte de pince à ressort reliée à une ligne en surface. Son objectif ici n'est pas d'attaquer, mais simplement de fixer cette pince à la jambe du nageur. Une fois celle-ci mise en place, il remonte alors en suivant l'autre extrémité de la ligne pour avertir son équipe. Les forces de sécurité n'ont alors plus qu'à suivre le cap pour localiser l'intrus. Une pratique qui peut sembler simple, mais qui en réalité a demandé des années de préparation. Sans compter la frustration du plongeur ayant suivi des années d'entraînement militaire pour tenter d'infiltrer une zone un petit peu sensible, et tout ça pour se faire capturer en échange d'un poisson. Pour vous détailler l'ensemble des pans de travail, dans certains exercices, ils sont même entraînés à récupérer des mannequins représentant des victimes de crash d'avion. Bon, sur le papier, ces capacités pourraient servir à aider un humain en détresse. Mais à l'heure actuelle, aucun cas de sauvetage réel d'un plongeur par un lion de mer militaire n'a clairement été documenté dans le domaine public. Ce qu'on sait en revanche, ces animaux peuvent être déployés en moins de 72 heures pour sécuriser des zones sensibles. Ils ne sont pas seulement mobilisés pour la défense, mais interviennent aussi dans des missions humanitaires, et certains récits rapportent même des anecdotes complètement folles. Ici, je parle du lion de mer qui a été déployé pour localiser un véhicule englouti dans une rivière, introuvable depuis des heures. On peut aussi parler de la fois où un autre individu a pu s'assurer qu'une embarcation ayant sombré ait été complètement évacuée et qu'aucune personne ne restait prisonnière sous l'eau. Dans ces 2 cas, le lion de mer a apporté une certitude vitale, là où les plongeurs manquaient clairement de visibilité. Alors si on regarde ces 2 univers, le parc de loisirs et la base navale, qu'est-ce qui les relie vraiment? À part... D'abord, il y a les capacités physiques. Les lions de mer sont des athlètes naturels. Ils plongent vite, profondément et peuvent enchaîner les descentes. Dans un bassin de spectacle, ça donne des sauts, des pirouettes et des numéros comiques. Dans un port militaire, ça donne des recherches, des inspections de coques et des patrouilles sous-marines. Ensuite, il y a les capacités cognitives. Ce sont des animaux intelligents, capables d'apprendre une grande variété de signaux, gestes de la main, sons, cibles visuelles ou combinaisons de comportements. Dans les 2 contextes, ils doivent répondre à des commandes précises, exécuter des séquences de comportements et revenir vers l'humain pour recevoir leur récompense. Et c'est là, le 3e point commun, le conditionnement. Qu'il s'agisse d'un saut devant le public ou d'une pince fixée sur la jambe d'un intrus, le mécanisme est le même. Un comportement demandé, répété, renforcé par la nourriture, parfois plusieurs fois par jour. Derrière la performance, qu'elle soit ludique ou militaire, il y a des heures d'entraînement, des routines quotidiennes et, qu'on le veuille ou non, une relation très forte entre l'animal et le dresseur. Même si, malheureusement, souvent assez asymétrique. Vu de l'extérieur et d'un œil innocent, tout cela peut sembler fascinant voire même magique. Dans un parc, on voit un lion de mer qui sourit, qui joue avec une balle et même complice avec son soigneur. Dans une base navale, on voit un animal qui travaille main dans la main avec des plongeurs, semblant être à l'aise dans l'eau et évidemment qui attend sa ration de poissons après la mission.
Mais plus on avance, plus une question s'impose. Dans le divertissement, les critiques se sont multipliées au fil des années, et ce de manière totalement justifiée. Aussi bien sur la taille des bassins, que le traitement au sein de ces structures, ou même l'impact psychologique de la captivité pour des animaux pouvant parcourir des dizaines de kilomètres par jour à l'état sauvage. Dans le cadre militaire, par contre, la communication est aujourd'hui beaucoup plus encadrée. Après les polémiques des années 70 concernant l'utilisation de ces animaux et l'opacité du programme, la Navy a été contrainte de revoir sa transparence, aussi bien sur les conditions de captivité, les protocoles d'entraînement, le suivi vétérinaire, tout est désormais rendu public et bien documenté. D'ailleurs, c'est suivi de très près par de nombreux membres internes et externes au milieu, s'assurant alors du respect strict des règles et lois en vigueur sur le bien-être animal. L'armée met alors en avant plusieurs critères. La qualité des soins et études vétérinaires, les enrichissements cognitifs au travers de systèmes de jeux vidéo pour ces animaux, et le fait que les missions soient non létales et dans la majorité des cas qualifiées même de non dangereuses pour l'animal. Attends. T'as dit jeux vidéo là ? Oui, t'as bien entendu, laisse-moi te raconter. Spike, c'est un lion de mer de San Diego. Il a joué volontairement pendant plus de 3 années à un jeu vidéo conçu pour enrichir ses facultés. Un petit peu comme sur nos principes de bande d'arcade, vous allez voir c'est impressionnant et comme on est sur YouTube, je vous laisse quand même quelques secondes pour apprécier le gameplay. Le plus fou dans cette histoire, c'est que sans friandise automatique, sans même de récompense forcée, l'animal a compris le lien entre les commandes et le curseur. Il réussit à anticiper ses déplacements et bat même des niveaux en moins de 6 secondes pour moins de 7 actions. Une preuve que ces animaux sont capables d'apprendre, de résoudre, d'interpréter et parfois même de surpasser nos attentes. Quoi qu'il en soit, l'institution de la Navy insiste sur le fait que les animaux bénéficient de traitements poussés, qu'ils travaillent dans des environnements plus variés que des bassins fermés, notamment en zone ouverte, et que leur rôle crucial contribue à sauver des vies et à éviter l'explosion de mines ou toute autre menace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Objectivement, les lions de mer sont incroyables dans ce qu'ils accomplissent. Ils ont permis de récupérer du matériel, de sécuriser des zones critiques et de démontrer des capacités biologiques que nos technologies peinent encore à égaler. Une partie du monde a déjà tranché pour le divertissement. De plus en plus de pays limitent ou interdisent la captivité de cétacés pour les spectacles. Des parcs fermes se reconvertissent ou cherchent des alternatives comme des sanctuaires marins. Et qu'on se le dise entre nous, c'est pas pour nous déplaire. Dans le militaire, le débat est plus discret mais il existe. La Navy semble consciencieuse de l'aspect éthique et moral derrière ces enjeux, et projette de redonner la liberté à ces espèces dès lors que la technologie égalera leurs capacités exceptionnelles. Plusieurs membres l'ont déjà témoigné, dont le docteur Mark Zitko, le 16 avril 2024, directeur du programme. La Navy continue d'innover et de tester des prototypes prometteurs. Des robots biomimétiques, directement inspirés de la nage des lions de mer, sont déjà en développement, et même utilisés dans certaines études biologiques, comportementales ou même pour des missions d'observation discrètes en zone sensible. Si ce sujet vous intrigue, dites-le nous en commentaire. Ces créatures mécaniques sont elles aussi fascinantes, mais à ce jour, aucune ne rivalise encore. En attendant le jour où la technologie rattrapera enfin le vivant, il ne nous reste qu'à admirer la dextérité de ces animaux, leur capacité à évoluer, à décider, à accomplir des missions réelles dans des conditions extrêmes, et à sauver des vies là où ni l'homme, ni la machine ne peuvent encore le remplacer. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Chaque semaine, une nouvelle histoire émerge des profondeurs, alors si un sujet vous intéresse, dites-le nous en commentaire, il pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce ou à vous abonner si le format vous plaît, parce que la mer recèle de mystères et nous serons là pour vous les raconter.